Quand on manque d'inspiration le soir pour dîner, ça finit très souvent par une solution simple, des pâtes. Ça sent bon chez vous. C'est lundi, c'est ravioli. Ces pâtes, c'est quoi? C'est du blé dur et de l'eau. Le blé est l'une des premières plantes à avoir été domestiquée par les êtres humains il y a 10 000 ans. Mais il est bien plus qu'une simple céréale à la base de l'alimentation occidentale. Il est aussi un objet politique qui a profondément façonné notre histoire. Alessandro Sanziani est historien, directeur d'études à l'EHESS et directeur de recherche au CNRS. Dans son livre Les guerres du blé, il parcourt l'histoire mondiale depuis le XVIIe siècle pour montrer que cette céréale a joué un rôle fondamental dans l'émergence des États modernes, mais aussi dans l'expropriation des populations autochtones en Amérique et dans les steppes eurasiatiques, et dans l'affirmation de la puissance économique des États-Unis. Comment le blé a-t-il conquis le monde? Sert-il seulement à nourrir la population? Peut-on avoir le blé et l'argent du blé? Quand on parle de blé, il faut savoir que 70% de la production mondiale concerne le blé tendre que l'on utilise pour faire du pain. C'est la première céréale produite en France. Et le reste, c'est du blé dur que l'on utilise pour faire du couscous et des pâtes. Et ces pâtes, qui sont nées en Italie, représentent la première révolution alimentaire de l'époque moderne. Pour inventer cette chose-là, il a fallu dépasser des oppositions énormes. Au XVIIe, c'était les oppositions des boulangers qui avaient le monopole des pâtes faites maison, et surtout l'opposition de l'Église. Alors pourquoi l'Église ne voulait pas les pâtes napolitaines? Alors pour une raison très simple, parce qu'en Méditerranée, il y avait une tradition judéo-chrétienne, c'était interdit de mettre des produits du blé sans levure, comme l'hostie à l'eau, parce qu'on ne met pas le corps de Christ dans l'eau bouillante. Mais à Naples, à l'époque de la Contre-Réforme, et avec beaucoup de processions souterraines, ça a continué des siècles, on a commencé à produire ces pâtes interdites par l'Église et petit à petit, elles se sont affirmées. Contrairement aux pâtes fraîches que l'on fabrique à partir de farine de blé tendre et qui sont assez moelleuses, les pâtes sèches qui sont fabriquées à Naples dès le XVIIe siècle à partir de blé dur se prêtent plus facilement à une cuisson al dente et surtout, elles peuvent se conserver beaucoup plus longtemps. Alors ces pâtes-là vont vraiment se développer en Italie à partir du début du XIXe siècle, puisqu'avec les guerres napoléoniennes qui déstabilisent les voies maritimes commerciales habituelles, l'Italie va commencer à importer du blé Taganrog d'Ukraine, un blé dur qui s'avère bien adapté pour faire ses pâtes sèches. Au début, c'est artisanal, les machines de pétrissage sont manuelles, le séchage se fait de manière naturelle, mais petit à petit, le processus s'industrialise. Et quelque part, les pâtes ont été la première révolution alimentaire moderne parce qu'elles se sont affirmées en un siècle et demi à l'échelle mondiale. Ce qui est très rapide, surtout pour le 18e et 19e, pour un genre alimentaire. Le succès des pâtes, c'est le début du repas hors maison. Les pâtes industrielles, c'était avant tout destiné, comme on disait à l'époque, à la populace, donc qui devait commencer à travailler en ville. La première chose qu'on pouvait avoir, c'était des pâtes rapidement achetées au coin de la rue avec des immenses casseroles et les gens pouvaient manger dehors. Donc c'était un début d'urbanisation partielle. Vous faites remarquer aussi que c'est le premier aliment sans lien visible avec l'environnement. Justement, on transforme. Ouais. Avec le vin, c'est déjà en partie ça. Ouais. Mais les pâtes industrielles, c'est la première fois où on se pose ce problème. Est-ce que c'est encore un produit agricole ou un produit industriel? C'est un produit naturel ou c'est un produit dérivé? Et là, ça a posé énormément de problèmes parce que l'industrialisation de l'agriculture et l'invention de l'agroalimentaire a été précisément le phénomène nouveau. Comment on fait pour rendre industriel quelque chose qui devait être naturel? Est-ce que c'est encore un produit naturel ou c'est de l'industrie que nous avalons? Ça commence avec les pâtes. Les pâtes ont ensuite traversé l'Atlantique quand elles ont été importées puis produites par les émigrés italiens aux États-Unis qui sont devenus un gros producteur de blé. Mais depuis quelques années, l'évolution des pratiques alimentaires en Inde et en Chine a bouleversé la géographie de la production mondiale. Si on regarde le classement en 1960, les 5 principaux producteurs étaient la Russie, l'Europe de l'Ouest, les États-Unis, la Chine et le Canada. En 2023, la Chine est passée en tête, suivie de l'Inde. Les plus grands producteurs mondiaux, et ça c'est une nouveauté, sont la Chine et l'Inde. Ce qui est surprenant, parce qu'en principe, ils devraient manger du riz. À l'état actuel, une bonne partie de la population indienne et chinoise est vraiment friande en blé. En réalité, ils ont été mis au blé depuis une vingtaine d'années qu'ils se sont ouverts à l'Occident, ce qui était au début une stratégie de l'Occident qui leur vendait des Mercedes et des gâteaux pour aller vite.
Après, c'est retourné contre l'Occident. Parce que côté chinois, ils ont commencé à penser qu'après tout, ces produits, on pourrait les produire là-bas. Et que du coup, ils ont commencé à produire des voitures électriques. En Chine, ils n'achètent plus de Mercedes. Et ils commencent eux-mêmes à produire du blé parce qu'ils trouvent qu'on peut faire beaucoup de profit avec des voitures chinoises et du blé chinois. D'accord. Si le blé est aujourd'hui consommé dans le monde entier, il a longtemps été analysé comme un élément fondamental des sociétés occidentales, notamment par des historiens comme Fernand Braudel, l'un des représentants de l'école des Annales, un courant qui voulait dépasser l'histoire événementielle en s'intéressant au temps très long. Braudel emploie la notion de plantes de civilisation qui, dit-il, ont organisé la vie matérielle et parfois psychique des hommes très en profondeur, au point de devenir des structures à peu près irréversibles. Pour le dire à gros traits, en Europe, l'agriculture aurait surtout misé sur le blé, une céréale qui épuise rapidement les sols et qui exige donc que la terre se repose régulièrement, soit fertilisée avec du fumier et soit labourée à l'aide de chevaux ou de bœufs, ce qui a favorisé le développement de l'élevage. L'Asie serait la civilisation du riz, qui est beaucoup plus productif que le blé, ce qui aurait permis de nourrir plus de gens, d'où une densité de population importante. Enfin, le maïs serait la céréale du continent américain précolombien. Il est encore plus productif que le riz, ce qui expliquerait pourquoi l'Amérique centrale est l'une des seules régions où on a pu sacrifier une partie de la main-d'œuvre pour construire des énormes monuments. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, les chercheurs ont tendance à prendre la notion de civilisation avec des pincettes et à nuancer la dimension très déterministe de cette thèse. Pour autant, l'approche brodélienne reste intéressante pour comprendre le lien qui a pu exister dès l'Antiquité entre les céréales et l'émergence des États. J'en ai discuté avec le géographe Michael Brucker, qui m'a parlé en particulier des travaux de l'anthropologue américain James C. Scott. Les grands empires à l'époque antique se construisent sur de la céréaliculture parce que les céréales ont certaines propriétés. Le grain, il est durable, il se conserve facilement, il est facilement portable, on peut le diviser. C'est une sorte de monnaie quasiment, il est quantifiable, on peut faire des équivalences avec, et c'est aussi une production qui est idéale pour la taxation, c'est-à-dire que si un percepteur fait le tour du royaume à cheval, il voit dans le champ le blé qui pousse et il arrive à mesurer exactement combien le paysan va produire et il peut savoir combien il peut taxer cette production-là. Alors que d'autres productions comme les tubercules qui poussent sous terre, c'est beaucoup plus difficile pour être pris en compte dans l'espèce de regard, ce que Scott appelle le regard de l'État. D'une certaine façon, Braudel, lui, il considère qu'effectivement, il y a une équivalence entre céréales et civilisation, mais Scott, il déconstruit un petit peu le truc et il dit que ce sont des constructions de ces États céréaliers, qui prétendent affirmer leur supériorité par la culture des céréales, tandis que les autres, les mangeurs de tubercules ou les mangeurs de viande, sont toujours vus comme étant les barbares. Pour Alessandro Stanziani, le point de départ pertinent pour étudier l'histoire du blé en Europe, c'est le XVIIe siècle, parce que c'est l'époque où les États modernes se construisent autour de cette céréale. Pour qu'un État existe, il faut arriver à faire trois choses essentielles. Il faut avoir une armée, il faut nourrir l'armée. Il faut aussi que l'armée évite de piller les autres citoyens, et donc on doit avoir suffisamment de blé. Mais pour avoir du blé, il ne faut pas que les paysans meurent de faim. Donc il faut régler une équation extrêmement compliquée pour l'époque de dire je dois avoir une armée régulière sans tuer l'agriculture. Comment je fais? La mise en place d'un État fiscal, d'un recrutement et d'un système logique étatique exige le contrôle ou la rationalisation de la production et de la distribution du blé pour l'Europe, du riz pour d'autres pays asiatiques. Mais le contrôle des céréales est absolument indispensable pour la naissance même de l'État moderne. Les histoires de la construction étatique moderne de la France, de l'Angleterre et de la Russie sont très différentes les unes des autres, mais toutes ces puissances vont chercher les moyens d'organiser la production, les réserves et les marchés du blé pour pouvoir nourrir à la fois l'armée régulière et les villes, et pour générer des revenus, puisque la fiscalité qui se met en place s'appuie sur les récoltes de blé. En fait, ce qui est surprenant dans les travaux d'Alessandro Stanziani, c'est de découvrir à quel point cette modeste céréale joue un rôle là où on ne l'attend pas. En l'occurrence, si on prend la révolution industrielle, qui est a priori le processus qui fait basculer une société à dominante agraire et artisanale vers une société commerciale et industrielle, on ne pense pas au blé. C'est un schéma, disons, assez nouveau, évidemment controversé, donc, mais que je souhaite à nouveau confirmer, même s'il y a de plus en plus d'adeptes. Alors, le point de départ est que la révolution industrielle du 19e siècle est en réalité une révolution qui s'appuie sur le travail et sur le travail contraint. C'est-à-dire, les machines ne jouaient pas un véritable rôle à l'époque de la première révolution industrielle. La première, c'est 1750-1830, c'est ce qu'on étudie toujours, la révolution industrielle, ça commence le coton, etc. Et il y avait des innovations. Le problème est que les machines étaient
très peu répandu déjà dans l'industrie et certainement pas dans l'agriculture. Ouais. Alors c'était une croissance fondée sur le travail. On travaillait de plus en plus, plus longtemps, plus jours sur l'année et surtout c'était un travail très contraint, sans aucun droit. C'est-à-dire on avait partout des esclaves et les soi-disant salariés en France comme en Angleterre n'avaient aucun droit. Alors comme le salaire était au niveau très bas et comme le travail était la principale source d'énergie, il fallait bien trouver le fuel du travail. Donc, c'était pas juste un facteur de la production, comme disaient les économistes, c'était une source d'énergie. Et je comprends pas pourquoi les historiens de l'énergie mettent le bois, le vent, l'eau, et ne mettent pas le travail humain, alors que c'était la source principale, avec des calculs qu'on a rajoutés. Même en Angleterre, années 60 au 19e siècle, le travail musculaire humain et animal donnait le 66% de l'énergie totale en Angleterre. Donc, c'était des muscles. D'ailleurs, c'est aussi à la fin du 19e siècle que le chimiste américain Wilbur Atwater met au point la notion de calories nutritionnelles. Et dans ses expériences, il va par exemple évaluer combien de calories et de grammes de nourriture sont requis par brique par maçon. Si on a des muscles et de l'énergie, il faut bien l'alimenter. Et le contrôle de l'alimentation humaine, mais aussi animale, passe par les céréales. Du coup, le contrôle du blé et des céréales est essentiel pour la révolution industrielle. Comment on fait pour contrôler tout ça? On a besoin de mettre à culture des surfaces de plus en plus importantes et significatives. Et c'est là où quelque chose se passe. J'insiste, c'est au 19e siècle, c'est pas la révolution industrielle, c'est la surexploitation du travail qui s'accompagne de l'extermination des nomades. Pourquoi? Parce que des deux côtés de l'Eurasie, ce que j'essaie de mettre ensemble, en Asie et à l'ouest, donc aux Amériques, qu'est-ce qu'on fait? On part avec la chasse aux nomades présumés. Encore une fois, les deux entités qui occupaient n'étaient pas tout à fait des nomades. Ils étaient qualifiés de nomades pour une raison très simple. Parce que s'ils sont nomades, ils n'ont pas des titres de propriété sur la terre. Donc c'était un argument très explicite, juridique, pour légitimer l'occupation des terres. Nous, on connaît le côté américain, donc l'extermination des Indiens d'Amérique, mais en réalité, c'est un phénomène qui a lieu à l'échelle mondiale. C'est-à-dire, on occupe les steppes d'Asie centrale, on occupe les plaines américaines, on occupe le Canada actuel, mais la question est, mais pourquoi on avait besoin de les exterminer? Qu'est-ce qu'ils ont fait à la place? Ils ont produit du blé. Si on suit Alessandro Stanziani, la naissance du monde moderne au XIXe siècle ne repose donc pas seulement sur l'industrie et le coton, mais sur le blé et l'expropriation des populations autochtones. Et à travers le prisme du blé, il propose une interprétation originale de l'histoire coloniale mondiale. Des expansions impériales qui sont d'habitude étudiées séparément, celles des Européens vers les plaines américaines, celles de la Russie vers l'Ukraine et les steppes eurasiatiques, répondent selon lui à un même impératif, offrir à ces puissances le blé nécessaire à leurs armées et à leurs travailleurs. Cette expansion mondiale du blé multiplie les sources de profit pour les producteurs et les investisseurs. Très vite, le blé ne va plus seulement servir d'énergie, de fuel comme il dit, il devient un produit commercial qui va permettre de spéculer et de s'enrichir. De fait, les toutes premières politiques de libre-échange qui sont testées en France à la fin du XVIIIe siècle, avec des figures comme Choiseul ou Turgot, vont porter sur les grains de céréales. Aujourd'hui, le blé étant la céréale la plus exportée au monde, elle est la plus exposée à la spéculation sur des marchés financiers qui ont été libéralisés dans les années 80 et qui amplifient donc les effets des chocs, que ce soit l'invasion de l'Ukraine par la Russie ou les épisodes de forte sécheresse. Mais les techniques de spéculation qui sont utilisées de nos jours ne sont pas nouvelles. Elles remontent à la fin du XIXe siècle. Le dernier quart du 19e siècle, on a des bourses de commerce en Europe que jusqu'à là, elle était très limitée. Elle existait depuis le Moyen-Âge, mais elle était sous le contrôle des autorités publiques pour une raison très simple, parce qu'on pensait que des spéculations sur les denrées de première nécessité étaient nuisibles à l'équilibre social et politique. Donc, elles étaient sous contrôle. Dernier quart du 19e, on a des pressions de plus en plus importantes pour libéraliser ces bourses et pouvoir spéculer. Et qu'est-ce qu'on invente? On invente des produits virtuels. Je traduis. Alors, l'achat de ce qu'on appelait les futures, donc des produits à terme. Les produits à terme existaient depuis longtemps. C'est-à-dire, je peux aller voir un producteur à l'automne et je dis, je t'achète dès maintenant la récolte. Mais là, on invente une chose encore plus importante, cette promesse de vente peut se généraliser et on peut la vendre
à tout le monde, c'est-à-dire ça peut circuler comme si c'était des billets de banque. C'était des créances qui pouvaient circuler. Et du coup, on avait énormément de créances sur des produits qui n'existaient pas et que souvent ne voyaient même pas le jour. Et ça commence à influencer les marchés internationaux. Pour quelle raison? Parce que les marchés ne visaient pas, évidemment, comme on le dit dans la théorie économique, l'équilibre de l'offre et de la demande. Les marchés visent des profits spéculatifs. Et du coup, précisément parce que l'information circule via le télégraphe, précisément parce qu'on a des réseaux de commerce qui avancent, on peut spéculer sur le blé. Et là, on commence à avoir un impact majeur dans les colonies. Pour quelle raison? Parce que les puissances coloniales, la France le fait en Algérie par exemple, les Anglais le font en Afrique occidentale et en Inde, ils essaient de produire du blé dans ces régions, ou bien d'introduire du maïs là où il y avait des mangroves. Ils essaient de changer les écosystèmes pour que ces régions puissent participer aux spéculations mondiales. Et du coup, le paradoxe, c'est qu'à un moment où les transports s'améliorent, les famines augmentent. Mais de mon point de vue, ce n'est pas tellement un paradoxe, c'est la conséquence du fait qu'il est devenu beaucoup plus aisé de spéculer. Mais donc concrètement, dans les colonies, dans les moments de ces famines, il y avait du blé, mais il était très cher, ou il n'y en avait juste pas du tout? Alors, parce qu'il était détourné, il y avait pris, déjà du blé qui était détourné, et quand il y a une petite mauvaise récolte, au lieu de compenser, comme on faisait à Paris, mauvaise récolte, on achète du blé qui vient d'Ukraine. Là, on leur enlève davantage du blé parce que l'idée est que s'il y a des mauvaises récoltes dans plusieurs endroits, le prix du blé va augmenter. Ça, c'est un point très important pour Alessandro Stanziani. Les famines qui vont se multiplier dans les colonies entre 1870 et 1914 sont moins le fait des aléas climatiques, des mauvaises récoltes, que de l'essor du libre-échange et de la spéculation, qui, en plus, incite à la monoculture et à la déforestation, ce qui aggrave les phénomènes climatiques qui frappent ces régions. Et quand on parle de famine, les chiffres sont impressionnants. Pour donner l'exemple de l'Inde, on compte entre 8 et 10 millions de victimes entre 1876 et 1879, puis 10 autres millions 10 ans plus tard. Ce qui est fou, c'est de se dire que ces famines ont lieu au moment même où les surplus mondiaux de céréales explosent avec la croissance des productions russes et américaines. Vu les progrès dans les transports et les moyens de communication, le blé excédentaire aurait pu être vendu sur les marchés en difficulté. Mais la logique spéculative en a décidé autrement. Contrôler le blé est donc un enjeu non seulement alimentaire, mais financier. Et ce contrôle suppose la maîtrise de la production et de la circulation, mais aussi, en amont, la mainmise sur les semences elles-mêmes. C'est ce qui va se développer dans l'entre-deux-guerres avec l'invention des semences hybrides dans les laboratoires américains. Après la crise de 1929, la grande crise américaine, mais mondiale aussi, les agriculteurs sont totalement endettés. Alors Roosevelt, avec le New Deal, a une idée génialissime. L'État va financer ces nouvelles semences. Donc on les donne aux agriculteurs, on commence à éponger leurs dettes à condition qu'ils adoptent ces semences fabriquées en laboratoire. C'est un coup de chapeau extraordinaire. Donc, l'avantage des semences hybrides est qu'elles ont un rendement faramineux. C'est-à-dire qu'on multiplie par 10 les rendements. Le problème est qu'elles épuisent la terre et pour obtenir ces rendements, on doit s'appuyer sur quoi? Sur des fertilisants chimiques. Première chose, qui épuise encore plus la terre. Sans les fertilisants chimiques, les hybrides ne marchent pas. Deuxième chose, les hybrides, les semences elles-mêmes meurent et ils sont plus rentables au bout de 2 ans. Qu'est-ce qu'ils inventent, les grands producteurs américains à la sortie de la guerre? Des contrats d'exclusivité. C'est-à-dire, une fois que la semence meurt, tu reviens chez moi, exclusivement chez moi. Donc, c'est magnifique. En même temps, ils ont une idée encore plus géniale, les Américains. Et si on vendait au reste de la planète cette innovation? L'Europe est endettée, on leur donne le plan Marshall. Le plan Marshall, c'est de l'argent, mais en échange, vous allez utiliser les semences américaines. Et du coup, les hybrides débarquent en Europe. Mais du coup, c'est un jackpot extraordinaire parce qu'on a des semenciers qui, à l'échelle mondiale, arrivent à imposer des produits sous monopole, sous brevet à l'ensemble des producteurs. On sait que le plan Marshall prévoit pour la première année l'ouverture d'un crédit de quelques 250 milliards de francs qui arriveront sous forme de blé, de matières premières et d'outillage. À partir des années 70, les rendements de ces semences hybrides baissent. Il y a énormément de pertes dues à des maladies de plantes. On va donc commencer à développer des céréales génétiquement modifiées, plus résistantes, pour surmonter en quelque sorte les problèmes créés par les semences hybrides et diminuer les pertes.
on ne se met plus à croiser des plantes, mais à changer leur code génétique. Le problème est que, du point de vue économique, elles fonctionnent exactement comme les hybrides. C'est-à-dire il y a des semenciers qui ont le monopole, mais qui donc contrôlent totalement la filière. La nouveauté par rapport aux hybrides est que maintenant, les nouvelles semences sont larguées également à tous les pays du Sud en voie de développement. La révolution verte des pays décolonisés, donc à partir des années 70-80 du XXe siècle, s'appuie sur d'abord les anciens hybrides qui ne marchaient plus en Europe ou aux États-Unis, qui sont vendus aux pays africains, asiatiques, en Amérique latine, et récemment des OGM, mais avec des résistances quand même très très forte de la part des producteurs locaux. Donc ça, je pense que c'est important. Actuellement, l'Internationale campesina des paysans lutte pour que les semences deviennent patrimoine de l'humanité. Le blé a été le dernier parmi les grandes céréales à avoir résisté à la transgénèse, en partie en raison des résistances des consommateurs vis-à-vis d'un produit destiné à l'alimentation humaine. Le premier OGM de blé est donc produit en 1992. Ces semences creusent les inégalités. Et ça, c'est certain. C'est-à-dire, l'accès, même si une semence permettrait de régler le problème, par exemple, de sécheresse dans le Sahel, le prix d'accès à ces semences est tellement élevé que les populations locales ne peuvent pas y accéder. Donc, c'est une solution théorique aux famines. On ne l'a jamais utilisée pour vraiment arrailler les famines, on les a utilisées pour vendre à des populations locales des semences à des prix faramineux. Et du coup, les famines n'ont pas été réglées parce que les ressources manquaient, les infrastructures manquaient. Donc, encore une fois, pour moi, le problème des semences, n'est pas seulement celui de l'environnement, c'est avant tout celui d'une distribution fortement inégalitaire qui est accentuée. Contrairement à ce que prétendent les discours qui ont accompagné leur commercialisation, les hybrides et les OGM ne règlent pas la question de la faim dans le monde. Certes, on a moins de famines par carence liées à des pénuries, mais 9% de l'humanité souffre de sous-alimentation et un quart de l'humanité est concernée par l'insécurité alimentaire, c'est-à-dire n'a pas les moyens de se nourrir convenablement. Pour Alessandro Stanziani, s'il y a toujours eu des guerres autour du blé, ce n'est certainement pas parce que la population serait trop nombreuse. L'argument malthusien consiste à dire on est trop nombreux sur Terre et donc il y a des pénuries. Je critique radicalement cet argument dans la mesure où depuis la révolution industrielle, la population a augmenté de 14 fois, ce qui est énorme, mais la production agricole a augmenté de 400 fois. Donc quand on dit qu'on manque de nourriture, il y a quelque chose qui ne va pas. Mon argument est qu'en réalité, il y a un problème de distribution. Qu'est-ce qu'on fait avec cette production agricole? Il y a de véritables gaspillages. Le gaspillage est fait en aval dans les pays avancés, c'est-à-dire chez nous, chez le consommateur, et dans les pays dits en voie de développement, on perd beaucoup au moment de la récolte et puis de la première distribution. Donc c'est en amont. Actuellement, 10% des genres alimentaires gaspillés seraient suffisants à régler le problème de faim dans le monde. 10% seulement. Donc ça veut dire également qu'on peut facilement adopter des solutions agricoles moins destructrices pour la nature, tout en alimentant la population, y compris une population à la hausse. On en parle moins que le pétrole et ça brille moins que l'or, mais le blé est bien plus qu'une simple céréale. Sa culture a partie liée avec l'émergence des États et de la fiscalité, du libre-échange et de la spéculation, de la révolution industrielle et de l'expansion coloniale. C'est pourquoi le blé a trop souvent été détourné de sa vocation alimentaire pour être mis au service de la puissance et de la finance. Pour Alessandro Stanziani, il n'y a pas un problème de pénurie, il y a un problème d'accès. Si le blé fait l'objet de tant de guerres, ce n'est pas parce qu'il y a trop d'êtres humains, c'est parce qu'il y a trop de marchés. Pour aller plus loin, mes sources sont en description et pour garder les idées larges, il y a d'autres épisodes. À bientôt!